Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un modèle cosmologique assez particulier. C'est une perspective qui réinterprète les textes fondateurs pour nous offrir, en quelque sorte, une carte de l'univers complètement alternative. C'est une exploration assez fascinante de la façon dont on peut comprendre la séquence des événements cosmiques de manière, très différente. Au cœur de tout ça, il y a une question toute simple mais fondamentale. On a souvent une chronologie bien établie en tête, mais la source qu'on examine aujourd'hui, elle, vient un peu bousculer tout ça. La grande question est donc, qui est venu en premier, les cieux ou bien la Terre? Et la réponse, selon cette interprétation, pourrait bien en surprendre plus d'un. Pour appuyer l'argument principal, ce modèle se base sur un détail linguistique mais qui change tout. Le chiffre, c'est 15. Dans le Coran, l'expression « les cieux et la terre » apparaîtrait 15 fois, et toujours dans cet ordre précis. Pas une seule exception, jamais la terre et les cieux. Pour les tenants de cette vision, ce n'est évidemment pas une coïncidence, c'est un indice capital sur la chronologie de la création. Ok, mais alors, comment on fait avec des versets comme celui-ci de la sourate Fussilat? À première vue, ça semble dire tout le contraire, que la terre a été créée avant le ciel. C'est là que ça devient subtil. Selon cette analyse, la phrase clé c'est « le ciel qui était alors fumé ». Pour eux, ça signifie une chose, le ciel existait déjà, sous une forme primitive, une sorte de fumée cosmique, avant même que la Terre ne soit complètement formée. Bon, pour s'y retrouver dans tout ça, voilà le plan. On va commencer par la question de la création cosmique. Puis on regardera de plus près cette fameuse chronologie en 6 jours. Ensuite, on fera la distinction entre les corps dits originels et secondaires. On se penchera sur le cas des 11 planètes nommées. Oui, 11. Et on terminera avec les gardiens vivants du ciel. Allez, c'est parti. Première étape donc, cette réorganisation du calendrier de la création. C'est vraiment là que le modèle commence à construire son argument pour une création où les cieux sont premiers. Voilà comment le temps est découpé. Les 2 premiers jours, c'est pour les cieux, créés à partir de cette fumée. C'est seulement après, les jours 3 et 4, que la Terre et ses montagnes sont formées. Et enfin, les 2 derniers jours sont consacrés à l'organisation de tout ça en 7 couches et à la création de la nuit et du jour comme des entités bien distinctes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant car ça résout la contradiction apparente, la Terre est formée pendant que les cieux qui existent déjà sont organisés. Passons maintenant à la façon dont ce modèle classe les objets de l'univers. Ce n'est pas juste une liste de planètes et d'étoiles, non, il y a un vrai système, en 2 temps, basé sur le moment de leur création. La classification est en fait assez simple. D'un côté, il y a les créations originelles. Tout ce qui a été fait durant les 6 premiers jours. Le ciel, la terre, les montagnes, la nuit et le jour. De l'autre, on a les créations secondaires, celles qui ont été formées après cette période initiale. Et dans ce groupe, on trouve le Soleil, la Lune et, attention, un groupe très spécifique de 11 planètes. Et là, on arrive à un des points les plus singuliers de ce modèle. On ne parle pas d'un nombre infini de mondes, ni même des planètes de notre système solaire tel qu'on le connaît, mais d'un nombre très précis et surtout fini. 11. Voilà. Selon cette perspective, il y a exactement 11 planètes dans l'univers. Ni plus, ni moins. Et ce n'est pas un nombre sorti de nulle part. Il est tiré d'une source textuelle bien spécifique. L'origine de ce chiffre vient du fameux rêve de Joseph. Dans le texte, le terme arabe utilisé est kawakib, qui est interprété ici comme signifiant planète. La source qui développe ce modèle s'appuie sur un hadith qui irait jusqu'à donner les noms spécifiques de ces 11 corps, les distinguant bien du soleil et de la lune vus dans le même rêve. C'est une distinction qui change tout. Le soleil et la lune sont des créations secondaires, d'accord? Mais ils ne font pas partie de ce club des 11 planètes. Et la Terre, elle, en tant que création originelle, est dans une catégorie complètement à part. En gros, ça redéfinit totalement ce que le mot planète veut dire dans ce contexte. Et voici les noms de ces 11 planètes tels qu'ils seraient rapportés. Jarban, Al-Tariq, Al-Dayal, Dou al-Kunafat, Kabis, Wasab, Amoudan, Al-Felak, Al-Misbah, Al-Daror et Dou al-Kor. C'est une carte du ciel qui dessine un univers vraiment unique en son genre. Allez, on aborde le dernier grand élément de ce modèle cosmologique, le rôle et l'origine des étoiles. Et là aussi, il faut oublier l'image des simples boules de gaz lointaines. Ici, ce sont des entités actives avec une fonction bien précise. C'est un point fondamental. Contrairement aux planètes, à la Lune ou au Soleil, qui sont vues comme des créations uniques et finies, les étoiles, elles, sont dans un état de génération constante. Leur nombre n'est pas fixe, il ne cesse d'augmenter. Et comment elles se multiplient ? Le concept clé, c'est le abjek, ou le tissu du ciel. Il faut s'imaginer une sorte de toile, de filet cosmique dans le ciel inférieur. Pendant que l'univers est en expansion, ce tissu s'étire et agit comme un berceau, une nurserie pour la naissance de nouvelles étoiles. Le processus décrit est assez détaillé.
Quand une vieille étoile explose, elle projette des millions de météores. La plupart ne tombent pas, ils sont attrapés par ce fameux tissu du ciel. Ces fragments deviennent alors les embryons de nouvelles étoiles, et tout ça a un but, agir comme des gardiens qui protègent les cieux de toute intrusion. Au final, tout cet examen nous laisse avec une question bien plus large. Ce modèle, qu'on y adhère ou non, illustre de manière assez incroyable comment une même source peut donner naissance à des visions du monde, des visions d'univers qui sont radicalement différentes. Ça nous rappelle que notre compréhension du cosmos a toujours été et reste profondément une affaire d'interprétation.